La deuxième affaire concerne la décimation de la population amérindienne par les virus importés d'Europe. Alors, je la mets dans la chronique judiciaire, même si c'est pas vraiment en fait une chronique judiciaire, si ce n'est que on trouve les traces de ces questions, notamment dans tout ce qui est archives du droit canonique européen. C'est le droit de l'Église catholique en fait, où il y a eu notamment une controverse à Valladolid, euh, où Bartolomeo de las Casas, dont je vous ai parlé la semaine dernière d'ailleurs, défendait les Indiens. Face à la question, les Indiens ont-ils une âme? Dans les débats, en fait, il fait état déjà de virus qui ont tué plusieurs autochtones. Après, ça a perduré pendant plusieurs siècles. Et donc voilà. Donc on appelle ça le choc épidémiologique des Indiens d'Amérique. Deux articles m'ont aidé à écrire ce petit opus pour vous, sachant que c'est quelque chose que j'avais étudié mais sous l'angle universitaire, mais je mets pas ces genres de références pour la chaîne YouTube. Donc là c'est un article notamment de l'histoire.fr qui est en barre de description de la semaine. Donc les autochtones, en fait, les Indiens d'Amérique, quoi, n'étaient pas immunisés contre les infections virales et bactériennes graves venues d'Europe et d'Afrique qui ont été introduites par les colons européens. Parmi ces infections, on trouve la variole, la grippe, le typhus, le choléra, la peste, les oreillons, la rougeole et la rubéole. Ce sont des infections qui tuaient également en Europe, hein, mais disons que on savait un peu plus les gérer, on commençait à en soigner certaines, alors que là-bas, bah, avec l'espace, la population et bah, la volonté d'appropriation de territoire, faut pas mentir, ça a décimé hélas des millions d'Indiens pendant plusieurs siècles. Et qu'est-ce qu'on a eu? Principalement des épidémies de variole sur la côte est et à l'intérieur des actuels USA. Au nord, on peut ajouter le typhus, le choléra et la tuberculose. Les chiffres sont effroyables. En 1500, il y avait, alors les chiffres ne sont pas certains, mais 7 millions d'Indiens en Amérique. À la fin du 19e siècle, il n'était plus que 375 000. Que toutes ces populations disparues et l'histoire et leur culture qui va avec reposent en paix maintenant. Parce que quand on lit ça, ça fait vraiment froid dans le dos. Donc ça, c'est une chronique qui n'est pas tout à fait judiciaire, qui est à mi-chemin entre l'histoire et l'histoire du droit religieux européen, particulièrement le droit de l'Église catholique. Mais je trouvais que c'était intéressant de prendre le recul par rapport à l'histoire pour qu'on arrive aussi, nous, à relativiser et voir que même si on est frappé de nos jours par des pandémies ou des attaques bactériologiques, comme dans le premier cas, on arrive quand même à circonscrire, enrayer le phénomène beaucoup plus rapidement qu'avant et du coup à sauver beaucoup plus de vies. Dernier exemple que je peux vous citer, c'est les guerres napoléoniennes et Haïti. Haïti est la première terre découverte par Christophe Colomb, initialement appelée Hispaniola. C'est aussi la première terre à se révolter et à vouloir se proclamer comme république indépendante. Ce qui sera fait, cette révolte a été menée par les héros de la Révolution haïtienne, que sont notamment Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines et Boukman. Les esclaves insurgés ont utilisé leur propre maladie pour affaiblir l'adversaire napoléonien. Ainsi, on relate la multiplication d'une forme de jaunisse au sein des troupes napoléoniennes qui a contribué à les affaiblir
et à permettre aux esclaves d'être victorieux sur les champs de bataille. En effet, ces Noirs qui étaient déportés d'Afrique vers les Amériques ont vu en fait ce qui est arrivé aux Indiens. Donc c'est resté très prégnant dans leur inconscient collectif et dans leur tradition orale de transmission de savoir que certaines maladies sont apparues. Alors on n'appelait pas forcément maladie, hein, ça pouvait avoir un autre nom, et qu'ils sont morts vite et rapidement, ou qu'ils ont été affaiblis et diminués à cause de cela. Certains Africains aussi ont eu des difficultés à faire le pas entre les deux continents, mais on remarquera là aussi dans les écrits historiques de l'époque, qui sont principalement des sources qui sont entre les mains de l'Église, hein, mais qui sont disponibles avec leurs archives, on remarque que les Africains noirs sont beaucoup plus résistants et robustes au travail des champs que les Indiens. Parce qu'à l'époque, on avait aussi pensé mettre en esclavage les Indiens. Et en fait, c'est leur santé fragile qui a fait qu'ils ont été moins systématiquement mis en esclavage que par le commerce triangulaire. Donc voilà, donc cette forme de jaunisse, elle a atteint une partie des troupes napoléoniennes et ça reste aussi dans l'histoire de l'indépendance de la première République noire qui est Haïti. Donc là, la source de ce savoir, bon, vous pouvez la trouver dans les livres d'histoire, mais moi, en ce qui me concerne, c'est la tradition orale, ma source. Donc c'est un plaisir de vous en faire part. Même si c'est un peu triste tout ça, ça nous donne des leçons pour l'avenir. Alors plus tristement célèbre, où là aussi on va utiliser ce qui est petit, qui ne se voit pas, qui est invisible à l'œil nu, sans se soucier de la vie d'autrui en face. On a les expériences du docteur Mengele, qui était un savant nazi, qui inoculait des maladies et des virus responsables de pandémies qui à l'époque étaient endiguées par les États, hein, puisqu'on était entre 39 et 45, aux déportés dans les camps de concentration, dans les camps de la mort. Donc cette affaire se résoudra par la condamnation des criminels de guerre nazis qui ont été jugés à Nuremberg à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Là pour Mengele, du coup, l'expression science sans conscience n'est que ruine de l'âme n'a jamais été aussi bien illustrée, car on observe que effectivement, autrefois, pour faire avancer la science, on pouvait aller très loin. Ce qui a changé, c'est que maintenant, l'homme moderne demande des comptes. Que ce soit dans le terrorisme bactériologique, que ce soit dans l'utilisation de ces armes quand on est dans le droit de la guerre, que les guerres sont déclarées et que qui dit guerre dit affrontement et armes, ou que ce soit pour les expériences d'un savant fou, on demande des comptes. L'homme moderne cherche à comprendre qui est responsable, donc voilà, où sont les responsabilités, comment les virus se propagent ou sont propagés volontairement. Donc l'affaire de l'anthrax, c'est vrai que ce n'est pas une question de virologie, mais elle me paraissait intéressante dans le sens où ça peut faire réfléchir à la question du terrorisme bactériologique qui est aussi mise en avant dans les thèses du complot. Donc certains opposants de certains régimes auraient aussi été tués par des substances radioactives. Donc là, on utilise là encore quelque chose d'invisible à l'œil nu et de très dangereux et qui peut se répandre en plus. Ça, c'est des thèses qui sont avancées. Il y a des cas où on n'est pas sûr, on ne sait pas. Donc ça, c'est vraiment freaky, je dois dire, parce que déjà, dans ces cas-là, on meurt dans d'atroces souffrances, mais en plus, on peut contaminer les autres.
Et la dystopie est totale, hein. Imaginons une société où il nous faudra porter un masque, des gants et se désinfecter, et également porter un compteur GGR sur soi pour être en toute sérénité. Mm. Là, c'est plutôt une chronique du Freaky Friday, c'est plus de la chronique judiciaire, vous voyez. Donc, bon, ça me paraît quand même peu plausible, hein, parce que on va se rassurer. Maintenant, toute substance de cette nature est tracée, c'est-à-dire que l'on sait qui possède quoi et en quelle quantité. Et on a vu avec la guerre du Golfe quels moyens les démocraties sont prêtes à mettre en œuvre, sur la base de simples suspicions d'ailleurs, euh, dès lors qu'il y a une suspicion justement de possession de ce type de moyens. Donc je vous renvoie à la complothèque de cette semaine qui ne manque pas de ressources sur ce point et qui est aussi le relais de tests qui sont sans complaisance pour le Covid. Alors les questions que l'on se pose après une chronique judiciaire comme ça, sur l'affaire de l'anthrax, moi je me dis, c'est vrai qu'il nous a été relayé que le professeur savant fou qui a envoyé des lettres contaminées a agi seul. Est-ce certain? Est-il plausible que dans un tel cas, il puisse agir sans complicité? Et après, j'ai pas lu beaucoup de choses sur le fait qu'il ait des accointances avec Daesh, par exemple. Si il fait mention de motifs de religion extrémiste dans ses motivations, qu'est-ce qu'on sait de son histoire par rapport à ça? Pas grand-chose, il s'est suicidé, on classe l'affaire terminée. Euh, les cibles, pourquoi viser les médias et certains sénateurs et pas d'autres? Bon, c'est vrai que les médias sont connus, mais les sénateurs, bon, c'était pas les plus connus, j'ai envie de dire, donc c'est un petit peu étrange, quoi. Voilà, on peut voir tout ça comme des leçons de l'histoire, entre les conquistadors qui étaient prêts à tout, y compris à laisser des maladies se propager pour conquérir du territoire et décimer une population qui vraisemblablement ne serait pas assez robuste pour travailler dans les champs de canne à sucre. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les virus et la révolution haïtienne. Donc là, tout ce qui se passe en temps de guerre, c'est des leçons d'histoire qui font qu'aujourd'hui, soyons rassurés, quand ces choses émergent, on cherche les origines, les facteurs de propagation, les responsabilités et on endigue les phénomènes pour sauver le plus de vies possible. Donc j'espère que vous serez d'accord avec cette touche positive avec laquelle je vais clore la chronique. Et je vous dis à bientôt. C'était Laurée Dubois.